Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, second volet de notre semaine sur la transformation locale des produits agricoles avec un dossier consacré à l'horticulture en Guinée. Au programme également de cette émission, les conclusions du sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale sur la stratégie de lutte contre Boko Haram et le président congolais Joseph Kabila qui refuse l'aide de la mission des Nations Unies contre les rebelles rwandais. Et enfin, en troisième partie, la situation politique commence à impacter l'économie du Nigeria. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Landine Camara, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci beaucoup. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny. Et Samuel Gambog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. Un sommet extraordinaire consacré à la lutte contre Boko Haram a donc eu lieu ce lundi à Yaoundé, au Cameroun. Les chefs d'État de l'Afrique centrale étaient réunis pour déterminer une stratégie commune. Ils se sont quittés sur une série de résolutions que nous détaille notre correspondant Narcisse Ndoumbe et notre envoyé spécial Serge Kofi. C'est sur l'adoption d'une déclaration forte que les chefs d'État membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale se sont séparés à l'issue du sommet de Yaoundé de ce lundi. Il est désormais question de mettre en commun les forces et les moyens des divers États membres de la CEAC, conformément au pacte de solidarité signé à Malabo en Guinée équatoriale en février 2000. L'Afrique centrale a donc pris l'engagement ce lundi de ne faire aucune concession face à la menace que représente Boko Haram pour la sous-région. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad, tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales. De nombreuses résolutions ont également été prises à l'issue de ce sommet, notamment une aide multiforme pour le Tchad et le Cameroun, les deux principaux États de la CEAC engagés dans ce conflit armé contre Boko Haram. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Comme ça a été le cas pour la lutte contre les actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, on s'achemine vers la mise en place d'une plateforme Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre Boko Haram. Les présidents Théodore Obiang Mambazogo de Guinée équatoriale et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo ont été chargés par leur père de mener les négociations. Jean-Marie, que pensez-vous des résolutions qui ont été prises à l'issue de ce sommet? Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas si ça serait suffisant, Fanny, mais il y a une chose qu'il faut saluer là-dessus, c'est qu'il était temps que les États de l'Afrique centrale se réunissent pour essayer de résoudre le problème de Boko Haram dans la mesure où Boko Haram désorganise pratiquement tous les pays de l'Afrique centrale, y compris, si vous voulez, l'économie sociétalement et tout ce qui s'ensuit. Donc il était temps que les États de l'Afrique centrale prennent en main, si vous voulez, des résolutions fermes pour pouvoir finir avec Boko Haram, dans la mesure où on sait que, je me pose quand même une question là-dessus, à qui profite le crime? Je sais que, bon, on a eu une réunion ici, là, à Paris, concernant, comment dirais-je, les effets de Boko Haram sur le terrain. Il y a des fonds qui ont été prévu pour aider les États de l'Afrique centrale. Je me pose la question de savoir aujourd'hui où sont partis ces fonds-là. Cette aide-là a-t-elle été effectivement libérée, mise en place pour qu'on mette à la disposition des pays de la CEAC
les moyens nécessaires pour pouvoir combattre Boko Haram. Donc, je me pose la question de savoir, quand on voit l'armement qu'a un groupuscule, moi j'appelle ça un groupuscule comme Boko Haram, on se peut se poser la question de savoir d'où leur viennent les moyens pour pouvoir s'armer et pouvoir faire face à l'armée camerounaise, à l'armée nigériane et à l'armée, comment dirais-je, tchadienne. Donc, il convient que les chefs d'État, comme nous le disons souvent sur ce plateau, que les Africains prennent eux-mêmes en main leurs problèmes. Il ne faut pas qu'on attende exclusivement l'aide de l'extérieur, et je pense que c'est une très très bonne chose qui vient de se passer là, que les chefs d'État s'unissent et qui se disent que le problème qui est en face, ce n'est pas un petit problème, c'est un problème énorme, et qu'il convient que tout le monde se mette d'accord là-dessus, sur les résolutions à mettre en place. Samuel, on parle des efforts de guerre du Tchad, du Cameroun, mais l'essentiel de la menace se trouve au Nigeria. Est-ce que l'on peut arriver à éradiquer Boko Haram tant que l'effort de guerre n'est pas au Nigeria, justement? Je pense que sur ce plan, le Nigeria est en train de se mobiliser aussi. Si on doit revenir sur les principales résolutions qui ont été adoptées hier à Yaoundé, il faut effectivement les saluer. C'est une très bonne chose. C'est ce qui a toujours été demandé aux États de la sous-région qui n'ont pas fait montre d'une très grande coopération intergouvernementale sur les questions de défense. Mais en même temps, il faut quand même relever des lenteurs, non seulement sur la prise des décisions, mais aussi sur la mise en œuvre de ces décisions, sur la mise en œuvre de ces résolutions. Parce que hier encore, à la couverture de ce sommet, nous avions gardé une certaine prudence quant aux décisions qui devraient être prises. Et quelques critiques avaient été formulées à juste titre, comme quoi on avait observé qu'il manquait la présence du Niger à ces réunions, notamment dans la prise des décisions. Et aujourd'hui, on a gain de cause par rapport à cette critique qui avait été formulée. Parce que finalement, la désignation du président équato-guinéen et le président Sassou Nguesso pour aller assurer la négociation avec l'Afrique de l'Ouest pour une plateforme montre très bien qu'on va encore prendre un peu plus de temps. Or, nous sommes en situation de guerre où tout est dynamique, où tout peut changer au cours d'une journée, au cours d'une semaine. Il faut prendre des décisions urgentes, courageuses. Je pense que les commissions d'experts se sont réunies à plusieurs reprises. C'est le énième sommet extraordinaire qui a été organisé, et on ne sait pas ce que Boko Haram pourra montrer au cours des jours ou des semaines qui viennent avant justement ces négociations, avant la mise en œuvre de cette plateforme entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a là des choses à faire énormément. Deuxièmement, sur le fonds multidimensionnel, il faut déjà que les institutions nationales puissent communiquer entre elles, le secteur de la santé puisse communiquer activement avec la défense, avec les finances, avec la culture, pour voir comment cette architecture interinstitutionnelle nationale peut entrer en collaboration avec les autres institutions, les autres architectures interculturelles, interministérielles nationales. Sans cette capacité, sans cette procédure, on ne pourra pas avoir des résultats efficaces et à court terme, surtout en situation de guerre. Monsieur Camara, certaines voix plaident également pour que la solution ne soit pas uniquement militaire, mais aussi économique. Qu'en pensez-vous? Les fous de Dieu ne sont pas des musulmans déjà. Il faut absolument que tout le monde l'accepte. Le président du Nigeria a échappé à un attentat organisé par les fous de Dieu. C'est vrai que la solution, elle est aussi bien économique que culturelle, mais elle est également religieuse. Il faut compter sur les musulmans du Nigeria, du Niger, du Tchad, pour qu'ils se lèvent comme un seul homme pour dire que ces fous de Dieu sont des escrocs. Ce sont des escrocs, ils s'enrichissent en organisant ce que j'appelle des trafics de drogue terribles, des trafics humains. Ce sont des gens qui sont réellement et maintenant à neutraliser. Je m'étonne que le Nigeria, qui est un grand pays, avec une armée que nous connaissons, n'ait pas été capable de s'organiser pour, dès le début même, terrasser Boko Haram, au même titre que les machins du Seigneur de Joseph Kony. Vous savez qu'en Ouganda aussi, on avait des gens qui tuaient au nom de Dieu. Donc tout ça, ça ne tient pas debout. Ce sont des trafiquants, ce sont des bandits, et ils sont dangereux pour les uns et pour les autres. Donc, ça fait plaisir qu'enfin, l'armée tchadienne, qu'il faut saluer, c'est l'armée tchadienne pour le moment qui a donné le bel exemple. On peut parfaitement mettre fin au règne de Boko Haram.
Et nous comptons surtout les musulmans. Il ne faut pas que les musulmans soient eux-mêmes tétanisés. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'imams qui n'osent pas en parler. Mais il faut en parler. Si la mort doit venir, au moins qu'elle nous trouve debout. Non, les imams du Niger, du Nigeria, et d'ailleurs... Parce qu'ils sont aussi visés par les attaques. Même s'ils sont visés, ce n'est pas en ayant peur d'eux. Il faut les affronter. Ceux-ci ne font aucun cadeau. Ils ne croient en Dieu. Ils ne croient pas du tout en Dieu. Ce sont des gens qui veulent coûte que coûte le pouvoir. Pouvoir culturel, pouvoir économique, pouvoir religieux. Ils veulent coûte que coûte mettre les gens... C'est même l'esclavage qui finalement revient, en quelque sorte. Merci, Monsieur Camara. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a reçu dimanche une vingtaine d'ambassadeurs et de diplomates, l'occasion d'annoncer la mise à l'écart de la force onusienne dans l'offensive en vue contre les rebelles hutus rwandais. Le chef de l'État a également pointé du doigt l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Il y a deux choses. La première, c'est que dans ce bras de fer qui oppose le gouvernement congolais à la MONUSCO, la RD Congo peut souverainement, légitimement engager ses propres troupes contre les FDLR sans qu'on puisse présager justement du résultat au final. Parce qu'il se pose beaucoup de problèmes des moyens logistiques, de moyens donc matériels, sanitaires et alimentaires et le financement d'une telle opération pour l'armée congolaise par le gouvernement congolais tout seul. La deuxième chose, ce que le gouvernement congolais ne peut pas faire, c'est-à-dire demander le désengagement total de la MONUSCO et du coup, on a entendu dire qu'effectivement le mandat de la MONUSCO peut s'appliquer sans l'implication du gouvernement congolais. Et donc, c'est une manière, au fond, de couper la poire en deux et de sauver la face aux uns et aux autres. Samuel, que pensez-vous de cette décision du président Joseph Kabila d'écarter la mission des Nations Unies? C'est une décision qui est très ambiguë. Ambiguë pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'on ne met pas en relief les principales critiques qui sont formulées ou les principales réserves qui sont évoquées par les Nations Unies. Il y a un problème réel, celui que les Nations Unies peut-être n'affirment pas officiellement. Deux généraux sont mis en cause du point de vue des Nations Unies, ceux-là qui ont occupé respectivement le commandement des régions militaires au sud et au nord du Kivu, sont accusés d'exactions, de violations des droits de l'homme pendant leur mission. Donc je pense que, et à ce niveau justement, les Nations Unies ne voudraient peut-être plus travailler avec ces généraux et compte tenu des services rendus à la nation, je pense que le président est peut-être dans son rôle de soutenir son autorité militaire, ses autorités militaires. Maintenant, est-ce que sur le plan de la gestion durable du conflit qui oppose sur le plan diplomatique et sur le plan stratégique, la RDC et le Rwanda, via les FDLR, est-ce que cette décision permettra justement de régler efficacement ce problème? Là, j'ai des raisons de rester très sceptique et attendons de voir comment l'ONU va s'organiser par rapport à cette décision et comment l'ONU va pouvoir exercer soit une pression, soit des négociations vis-à-vis du pouvoir central République démocratique du Congo. Et si ce dernier arrive à modifier ou à revoir sa copie pour plus de collaboration, parce qu'en tout état de cause, l'armée congolaise, à elle toute seule, ne peut pas gérer efficacement cette situation. Il faut des accords, il faut des négociations, il faut des décisions inclusives pour toutes les parties. Jean-Marie, la question des généraux qu'évoquait Samuel et qui est prise comme raison pour écarter la mission des Nations Unies, est-ce que c'est une véritable raison justement ou c'est un prétexte finalement? Je ne saurais répondre de manière franche à cette question-là, Fanny, dans la mesure où on peut se dire deux choses. Il y a deux interprétations possibles, comme Samuel vient d'essayer, comment dirais-je, de les distinguer. Dans un premier temps, on peut se dire que la RDC, c'est un État souverain. En étant un État souverain, le président de la République a le droit d'accepter sur son sol l'aide qui peut provenir de l'extérieur concernant, si vous voulez, le conflit avec les FDLR et le Rwanda en face. Donc, cette prérogative-là, c'est une prérogative que nous ne pouvons pas enlever à Kabila aujourd'hui. On peut parler d'autres choses, mais c'est une prérogative du chef de l'État. Nous disons souvent sur ce plateau qu'il faut que les Africains se prennent en main eux-mêmes. Donc, à partir de là, si Kabila estime que
les forces de l'ONU viennent, par exemple, interférer sur la stratégie qui est mise en place. Nous avons déjà parlé de ce problème-là sur ce plateau. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si nous restons uniquement dans la vision de l'ONU, nous resterons, si vous voulez, pendant des années et des années à essayer de résoudre cette problématique-là, qui est une problématique qui déstabilise tout l'Est du pays. Donc, à partir de là, le président de la République a le droit de se dire que, par rapport à l'ONU, moi, je veux mettre en place les stratégies qui me permettent de résoudre ce problème-là, dans la mesure où toutes les négociations qu'il y a déjà eu, ces négociations-là n'avancent pas. Donc, on peut avoir ce point de vue-là. Et c'est dire, comme Alfred le disait dans le reportage, peut-être que la RDC n'a pas les moyens logistiques, militaires et économiques pour pouvoir faire face, si vous voulez, à la menace que vous avez en face. Mais il faut tenir compte d'une chose. On parle souvent de ça ici, là, sur le plateau, à savoir la souveraineté d'un État. La souveraineté des États. Les stratégies qui sont mises en place par les forces étrangères ne sont pas obligatoirement compatibles aux stratégies qui peuvent être mises en place par l'État lui-même. Monsieur Camara, très rapidement, est-ce que d'après vous, l'armée congolaise peut aller seule, sans l'ONU, face à ces rebelles? Oui, d'abord, ça vient de loin. C'est le père Laurent Désiré Kabila qui n'a pas su organiser une armée dès qu'il a pris le pouvoir. S'il avait su organiser son armée, on n'en serait pas là. Il n'a pas été capable de le faire. Le fils est arrivé. Apparemment, il est pris dans une sorte de spirale. Il n'arrive pas non plus à contrôler la situation. On peut se poser la question, comment se fait-il depuis, sans même les forces de l'ONU, comment se fait-il lui-même et son armée n'arrivent pas effectivement à mettre fin à l'insécurité? Le problème, il est là. Ou bien il est sûr, cette fois-ci, qu'il peut mettre fin définitivement à l'insécurité, aux attaques des pays voisins, ou il n'est pas sûr, à ce moment-là, il accepte les militaires de l'ONU. C'est aussi simple que cela. Mais il ne peut pas indéfiniment dire « je fais ça » et il n'arrive pas à le faire. Le moment est venu qu'il prenne lui-même conscience que son pays, finalement, est en train d'être désagrégé. C'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité totale et lui, il n'arrive pas à mettre fin à ça, il n'arrive pas à décoller. On ne peut même pas travailler aujourd'hui, à part Kinshasa. Il y a des villes où vous ne pouvez pas travailler, il y a des coupeurs de tête un peu partout. Donc il faut que Joseph Kabila devienne un homme d'État et qu'il prenne des mesures sérieuses. Et maintenant. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.